Bonjour à toutes et à tous, je me présente Emmanuelle Raskin, psychopraticienne spécialisée dans les thérapies brèves et l'art-thérapie à l'Institut PIPSI, Institut pour la pratique et l'innovation en psychologie appliquée. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, je vais vous faire une présentation sur la phobie scolaire appelée également refus scolaire anxieux. Je vais commencer par une petite définition qui date de 1974 du docteur Ajuria Guerra, neuropsychologue. Pour lui, il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou d'angoisse si on les force à y aller. Aujourd'hui, la phobie scolaire ou refus scolaire anxieux se manifeste par une incapacité de se rendre à l'école de manière sereine. Des symptômes somatiques, c'est-à-dire des symptômes physiques, peuvent apparaître et impacter lourdement le quotidien de votre enfant. Vous pouvez voir apparaître et constater des maux de ventre et des maux de tête, des vomissements, des diarrhées, des mictions plus fréquentes, des crises d'angoisse, vertiges jusqu'au malaise. La composante individuelle joue un rôle déterminant. Certaines personnes sont potentiellement plus à risque de développer certaines pathologies, ce qu'on appelle le facteur de personnalité. Il y a également l'inhibition comportementale, c'est-à-dire le fait de se sentir incapable d'agir librement selon ses désirs. Il est utile de vérifier s'il n'y a pas une autre pathologie chez l'enfant ou l'adolescent qui complexifierait le diagnostic et donc la prise en charge. Cela peut passer par de la dépression, des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire, voire des groupes. En termes de chiffres, le professeur Marie-Rose Moreau, psychiatre, décrit la phobie scolaire comme mal recensée. Elle concernerait officiellement 3 à 5 des collégiens. Elle est souvent confondue avec l'absentéisme et souffre d'un manque de développement des soins. Je vous ai mis à disposition quelques références pour approfondir sur le sujet, notamment les ouvrages Te laisse pas faire, Phobie scolaire, la détecter, la combattre, l'apprivoiser, comprendre et soigner le refus scolaire anxieux. Il existe des facteurs déclencheurs, c'est-à-dire tous les facteurs qui sont à l'origine de la naissance du traumatisme psychologique et des facteurs de maintien, ceux qui contribuent à faire vivre le traumatisme et à le faire perdurer. Le contexte scolaire joue un rôle important dans la phobie scolaire, notamment avec la répétition de situations qui amènent un sentiment d'humiliation et d'échec. La prise de parole sous stress, la comparaison et le classement entre élèves, les échecs scolaires, le manque d'intégration sociale, les moqueries des camarades et même les remarques désobligeantes d'un enseignant à l'égard de l'enfant. Dans les facteurs déclencheurs et de maintien, nous avons aussi le contexte social, avec des craintes par rapport à l'avenir, un mal-être qui se développe dans le système scolaire, ce qui correspond à de l'individualisme. Des difficultés d'adaptation sociale, le sentiment d'être anormal et isolé se renforce. On considérera ça comme l'isolement social. Également du harcèlement scolaire lié à l'usage des smartphones et des réseaux sociaux, ce qui va engendrer une pression à l'image chez les enfants et les adolescents. En cas de harcèlement scolaire, il faut agir, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à s'affirmer et à poser ses limites. Vous pouvez utiliser l'humour, apprendre à l'enfant à s'entraîner avec des jeux de rôle. Il faut également en parler à l'école et changer l'environnement, c'est-à-dire protéger l'enfant pour qu'il retrouve son équilibre. Un des autres facteurs de maintien va consister en des croyances dysfonctionnelles, c'est-à-dire que les enfants vont anticiper ce qu'il risque d'arriver dans une situation et former des pensées négatives sur eux-mêmes. Par exemple, personne ne voudra être mon ami car je n'ai pas de qualité. Ou bien la directrice a claqué la porte derrière moi, donc je ne suis pas le bienvenu. Il faut bien faire attention à l'organisation scolaire, qui fait partie également des facteurs de maintien de la phobie scolaire, notamment en identifiant et en diminuant le stress lié à cette organisation scolaire. Cela commence avec des moments de précipitation le matin, le choix des vêtements, de la nourriture, la participation aux activités extrascolaires et périscolaires. Il faut faire attention de ne pas forcer son enfant s'il vous a recensé un état de stress ou de traumatisme par rapport à quelque chose qui se serait produit pendant une activité.
Enfin, un des derniers facteurs de maintien va correspondre à la culpabilité parentale. En effet, les parents peuvent se sentir démunis lorsque leur enfant refuse d'aller à l'école ou qu'il présente des symptômes somatiques. Ils vont faire des remarques négatives et dévalorisantes, culpabiliser sur leur manquement. Vivre le mal-être de leur enfant sera considéré pour eux comme un échec. Cela va engendrer un déni de la situation et ils vont continuer à vouloir être dans le système. Les modes de prise en charge sont simples. Il est indispensable que la cellule familiale soit entendue et incluse comme contributrice du mieux-être de l'enfant. Cela va passer par de la clarification de sa propre expérience pour pouvoir accompagner son enfant. Il va émerger des réminiscences de ses propres vécus, ses propres croyances et projections. Être à l'écoute dans ces cas-là est la meilleure posture à adopter pour éviter de maintenir l'enfant dans cette situation. Les parents et les intervenants doivent être à l'écoute et doivent reconnaître du coup l'anxiété vécue de l'élève. La discussion doit être ouverte. L'élève doit être entendu sans jugement et l'acceptation du ressenti est primordiale. Dans l'écoute, il y a également la communication. Une collaboration interdisciplinaire doit être mise en place autour, de la prise en charge. Donc, cela va passer par une communication claire, pertinente et non violente entre les élèves, les parents, les médecins et les établissements. Vous pouvez également prendre contact avec des associations pour trouver du soutien. Par exemple, l'association phobiescolaire.org. Une scolarisation adaptée peut également être mise en place. Cela peut donner lieu à une déscolarisation temporaire ou définitive par le biais, par exemple, du CNED, qui est gratuit temporairement sur prescription psychiatrique, ou bien de l'instruction en famille. Sans support établi, également la mise en place d'un projet d'accueil individualisé, le PAI, élaboré à la demande de la famille et ou du chef d'établissement avec l'accord de la famille, établi en concertation avec le médecin scolaire qui a pour objectif le retour à l'école progressif dans des conditions adaptées pour la passation des devoirs et la passation des examens. Bien évidemment, la phobie scolaire est considérée comme une urgence psychothérapeutique. Un suivi doit être mis en place dès l'arrivée des premiers symptômes de manière à éviter que la situation ne s'aggrave. Les thérapies cognitives et comportementales, appelées également TCC, sont scientifiquement validées. Elles sont les plus efficaces et les plus rapides dans ces situations. Très appréciée des médecins, elle vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité. L'art-thérapie s'avère également utile car elle va réduire la charge traumatique de certains événements qui bloquent émotionnellement les enfants. Les phobies reposent sur un mécanisme piège qui est l'évitement. Plus l'enfant fuit sa peur, plus la situation devient effrayante. Mais si l'enfant s'expose directement à sa peur, il fait un malaise. Dans les thérapies cognitives et comportementales, le but est de rassurer l'enfant pour qu'il se sente en confiance. Cela passe par une restructuration cognitive. On travaille les pensées, les croyances, puis on fait une exposition progressive. Et enfin, des exercices de pleine conscience qui correspondent à l'aspect sur le corps. Dans les thérapies cognitives et comportementales, nous avons l'aspect cognitif, où on travaille sur la perception négative des situations ambiguës, c'est-à-dire les rappels en mémoire des souvenirs désagréables, les inquiétudes autour de ce qui pourrait mal tourner. On travaille également sur l'attention excessive et les normes de performance élevées, ainsi que les croyances autodestructrices et erronées. Sur l'aspect comportemental des TCC, on travaille sur l'évasion sociale, les conséquences que cela va avoir en public ou dans le contexte scolaire, la crainte des critiques, l'anxiété face aux figures d'autorité, le malaise devant des étrangers, la distance qu'on peut avoir dans une foule, l'évitement du contact visuel et les rougissements. Également des réactions de fuite et d'évitement. Comme je vous l'ai expliqué précédemment,
L'évitement est un mécanisme piège. Plus l'enfant fuit sa peur, plus la situation devient effrayante. Mais s'il veut s'exposer directement à cette peur, il va faire un malaise ou avoir du stress. Les pensées dysfonctionnelles ne sont pas des pensées choisies, mais des pensées subies. Le cortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau de l'enfant, est immature jusqu'à 25 ans en moyenne. Le stress est donc la réponse normale de l'organisme pour affronter une agression physique ou psychologique vécue comme difficile. Après un événement, pour un enfant et un adolescent, tout ce qui a pu être inhabituel est vécu comme humiliant. Le burn-out scolaire, lui, se manifeste quand l'enfant ne se sent bien qu'en dehors de l'école ou en dehors de la zone de stress. Par exemple, s'il ne se sent pas bien non plus à la maison, il va traîner dans la rue, ce qui peut engendrer de la délinquance. La frontière est mince entre le stress et le burn-out scolaire. Il est fréquent chez l'enfant en échec scolaire, chez l'enfant HPI, c'est-à-dire l'enfant à haut potentiel intellectuel, qu'on appellera le bore-out, c'est-à-dire le burn-out parlant. Il est également présent dans les troubles neurodéveloppementaux. Ces troubles neurodéveloppementaux sont répertoriés dans le DSM-5, qui correspond au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Parmi ces troubles, on va retrouver les troubles 10, comme les dyslexiques, les dysphoniques, les dyspraxiques. Ce sont de lourdes conséquences dans les apprentissages scolaires, notamment des difficultés à lire, écrire et à s'organiser. On va retrouver également le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cela va correspondre à des difficultés d'intégration dans un cadre rigidifié par des règles et des codes inhérents à la collectivité. Les troubles du spectre de l'autisme, le TSA, vont manifester des difficultés dans les interactions sociales, la communication orale, la compréhension des consignes et la saturation sensorielle, qui correspond à l'hypersensibilité avec de l'hyperacousie, tout ce qui va être la saturation des bruits. Les bruits vont devenir anormaux et vont engendrer du stress pour les enfants. Dans tous les cas évoqués précédemment de la phobie scolaire, il s'agit de réparer l'estime de soi. Réparer l'estime de soi, c'est faire de l'activation comportementale. Il s'agit de donner à l'enfant l'envie de bouger. Souvent, les parents mettent la pression à l'enfant pour qu'il bouge et donc redonner à l'enfant la motivation, l'impression qu'il contrôle sa vie, redonner confiance en ses capacités et en ses ressources. L'estime de soi se construit en fonction du feedback pardon, et de notre autocritique. L'intimité donne pouvoir sur l'estime de soi. Par exemple, si nous sommes intimes, je vous connais mieux. Le travail consiste également à apprendre à l'enfant à réguler ses émotions, c'est-à-dire prendre le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps et identifier le message véhiculé par cette émotion. Prendre l'habitude de prendre du temps pour gérer notre émotion avant ou après un événement. Prendre en compte l'hygiène de vie adoptée en dehors des moments de crise et mieux identifier l'émotion, c'est mieux l'accueillir, donc mieux la gérer. Ensuite, par rapport à la mise en place, il faut aussi apprendre à l'enfant à s'affirmer. Avant toute chose, apaiser la réaction émotionnelle par de la respiration basse. Prendre le recul par rapport à la situation pour éviter la contagion émotionnelle. Savoir n'est pas savoir-faire. Il faut s'entraîner. Il faut également apprendre à gérer sa peur. Pour gérer la peur de l'enfant, il faut la travailler. La peur fait également partie des points sur lesquels l'enfant doit progresser. Il faut travailler sur l'anxiété sociale qui va correspondre à la peur de déplaire et sur l'anxiété de performance qui, elle, correspond à la peur de ne pas trouver les mots dans des situations appropriées. Le remède de la peur, c'est l'entraînement. Enfin, il s'agit d'apprendre à l'enfant à résoudre les problèmes. L'entraîner par des jeux de rôle dont vous êtes le héros, des scénarios sociaux, des petits contes où l'enfant voit le personnage résoudre des problèmes. Donner à l'enfant des outils pour qu'il s'autonomise dans les démarches de résolution de problèmes.
En conclusion, l'enfant n'est pas responsable de sa phobie scolaire, mais il l'a subie. Le suivi psychothérapeutique va consister à accompagner l'enfant progressivement pour lui permettre de retourner à l'école. Réapprendre à aimer l'école est possible. Je vous remercie d'avoir été présent et de m'avoir écouté sur ce webinaire concernant la phobie scolaire. Je vous laisse en affichage mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.